Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre présence, pour votre participation à ce webinaire. Je remercie l'Institut Heartfulness de m'avoir invité pour vous parler de méditation. Le thème sera un petit peu plus précis. On va parler de la méditation dans le domaine de la santé et de la performance. On va commencer par vous faire une petite introduction sur la méditation. Qu'est-ce que c'est, sa définition, d'où elle vient, très brièvement. Puis nous allons parler de la méditation, et ça c'est un sujet extrêmement passionnant, le domaine de la méditation dans la recherche scientifique. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment se font ces recherches? Où est-ce qu'on en est un petit peu dans ce domaine? Et puis, nous terminerons par un aspect un petit peu plus théorique, mais surtout, restez avec nous, car à la fin de cette présentation, qui va durer à peu près 30 minutes, nous aurons l'opportunité de pratiquer et nous vous emmènerons dans une séance de relaxation méditation au cours de laquelle vous pourrez faire vous-même, si vous ne l'avez pas déjà fait, faites l'expérience de la méditation. Merci déjà pour votre présence et à tout à l'heure. Alors, quelles sont les origines des pratiques méditatives? On peut dire que tous les grands courants religieux ont pour fondation ou origine une pratique méditative qui s'est probablement perdue au cours des siècles. Mais pour ce qui est de la recherche scientifique sur la méditation qui a démarré dans les années 70, les premières publications ont utilisé des techniques de méditation transcendantale. Alors, qu'est-ce que c'est que la méditation transcendantale? C'est une technique méditative basée sur les enseignements de Maharishi Mahesh Yogi, qui s'est inspiré en fait des textes védiques. Évidemment, ces recherches ont été un petit peu freinées en raison des références religieuses qu'on peut retrouver dans ces techniques de méditation, et c'est par l'avènement ou la mise au point par Jon Kabat-Zinn du mindfulness, de la technique mindfulness, qui est dérivée en fait du bouddhisme, mais qui a été complètement dépouillée de toute référence mystique, religieuse ou divine. C'est grâce à l'avènement du mindfulness qu'on a vraiment pu voir exploser le nombre de publications. C'est comme si les chercheurs étaient cette fois-ci complètement décomplexés et n'avaient pas l'impression d'utiliser des outils religieux pour leur recherche. Et puis il y a une troisième famille de techniques méditatives qui sont issues du yoga ou des yogas. Je cite ici un texte extrêmement important qui codifie en fait la méditation dans le yoga, c'est les Yoga Sutras de Patanjali. Et puis tous ses successeurs, il y en a eu de très nombreux, j'en mentionne que deux ici, c'est Swami Vivekananda et Ramchandra. La technique en fait heartfulness en fait se situe également dans cette famille, c'est une technique yogique. Ce symbole en fait qui montre un petit peu l'état du yoga chez nous. Essentiellement, il est connu, le yoga, pour ses pratiques posturales. On l'associe aux pratiques posturales, bien qu'il soit davantage que tout cela. Il y a aussi des techniques respiratoires, des techniques en lien avec l'amélioration du comportement, etc. Mais le yoga, c'est aussi et surtout la pratique méditative. On pourrait presque même dire que idéalement, les pratiques posturales sont là pour aider, favoriser la pratique de la méditation. Comme la méditation, c'est une technique qui se fait en position assise, il semblerait que les premiers yogis, les yogis d'il y a plusieurs milliers d'années, en fait, avaient besoin de techniques posturales pour pouvoir méditer de très nombreuses heures chaque jour. Alors on ne va pas venir en détail en fait sur la description de toutes les branches du yoga, de tous les modules qui composent le yoga.
Mais vous pouvez voir sur ce dessin en fait qu'il y a toutes sortes de techniques en fait, hein. Les asanas qu'on va voir ici, en fait ce sont les postures. Pranayama, ce sont les respirations. Et puis il y a dhyana ici, la méditation, en fait pour atteindre un état particulier qu'on appelle le samadhi. Alors c'est une question que je me suis souvent posée et je n'ai toujours pas la réponse, mais je vous laisse peut-être réfléchir là-dessus. Est-ce que peut-être qu'à la fin de cette présentation vous aurez la réponse? Est-ce que le fameux penseur de Rodin, est-ce qu'il pense ou est-ce qu'il médite en fait? Alors c'est souvent par l'étymologie qu'on retrouve qu'on comprend mieux les définitions, qu'on aborde les définitions. L'origine du mot méditation vient en fait d'une racine latine, medere, qui veut dire prendre soin. C'est la même racine que la médecine ou médecin en fait, c'est prendre soin. Prendre soin de soi-même, prendre soin des autres. Ça signifie aussi une contemplation, ça veut dire aussi profonde réflexion, hein, lorsqu'on dit je vais aller méditer. Mais est-ce que une abondance de pensée, ça peut être équivalent à une méditation? C'est aussi une importante question à se poser. Toujours est-il que techniquement, la méditation a une définition extrêmement simple, ça veut dire maintenir son attention continuellement sur un objet de méditation. C'est un aphorisme que l'on retrouve ici dans les Yoga Sutras de Patanjali à la section 2, l'aphorisme 17. En fait, il a été traduit du sanskrit en anglais. Et en fait, son sens profond et qu'on va retrouver dans absolument toutes les formes de méditation, c'est la nécessité de créer une distance entre ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ses pensées, ses émotions, ses sentiments, son corps, etc. Une distance entre ce qui est observé et l'observateur. Dans la méditation yogique, ou en particulier la méditation Heartfulness, comme vous le verrez à la fin de cette présentation, on essaye de déplacer son attention des pensées qui nous envahissent vers la région du cœur. D'où la signification de ces grandes phrases que vous retrouvez dans tous les livres consacrés à la méditation, au mysticisme, etc. Eh bien, nous sommes bien plus que notre corps, que nos désirs, nos émotions, nos pensées. Alors, qu'est-ce qu'on est? Eh bien, on est un centre de conscience et surtout un témoin inaltéré. Inaltéré, ça veut dire que finalement, quel que soit notre vécu existentiel, au fond de nous persiste une partie de nous qui est totalement calme, détendue, posée. En fait. Un aspect essentiel aussi de la philosophie yogique, c'est en fait une forme d'anatomie que l'on a pu redessiner, hein, qui va au-delà de l'anatomie du corps comme on le connaît, ce corps fait de tissus, de cellules, d'organes, etc. Eh bien, il y a un corps qu'on appelle subtil, qui est composé en fait de mes émotions, de mes mémoires émotionnelles, de mes mémoires implicites, de mon identité sous forme d'ego, etc., etc. Et puis, au-delà de tout ça, il y a encore un corps qu'on appelle causal, en fait l'équivalent de ce qu'on appelle dans nos traditions occidentales religieuses, ce qu'on appelle l'âme en fait. Et en fait la méditation tout simplement c'est d'essayer de se dégager de cette agitation qu'il y a en surface dans mon corps cellulaire, mon corps biologique, dans mon corps émotionnel, dans mes pensées, mes mémoires ou mes peurs, mes anxiétés, pour aller retrouver ce calme intemporel qu'on appelle le corps causal, ou encore traduisez l'âme. Alors comment est-ce qu'on fait lorsqu'on souhaite méditer? On doit déjà choisir un objet de méditation. Ça peut être une partie du corps, ça peut être
la respiration, ça peut être une pensée, ça peut être une phrase qu'on répète régulièrement, ça peut être, etc. Plein de choses. Mais c'est surtout de maintenir de manière continue son attention sur cet objet de méditation. C'est une attention particulière où il y a à la fois quelque chose d'actif et quelque chose qui est en même temps totalement inactif, puisque c'est une attention focalisée mais sans effort. Si on a fait trop d'efforts pour maintenir son attention sur un objet, on ne parle plus de méditation mais de concentration. Alors cette image est très parlante. Il faut non seulement trouver un endroit pour méditer, ensuite il faut maintenir cet état méditatif malgré toutes les sollicitations du quotidien. Et c'est là, on peut dire, toute l'art de la méditation, pour ne pas parler de difficulté, parce que ce n'est pas une difficulté, c'est un entraînement en fait qui doit se répéter jour après jour, comme une hygiène finalement spirituelle. Alors sur ce schéma, en fait, vous avez en fait la définition relativement simplifiée, peut-être un peu sursimplifiée, de toutes les activités mentales en fonction de l'effort que l'on va produire. Vous voyez que sur votre gauche, en fait, concentration et dispersion, vous faites beaucoup d'efforts. Et puis quand vous allez vers la droite, pour méditation et rêveur, vous êtes sans effort. Mais ici, vous avez sur cet axe, en fait, l'attention qui est soit non, c'est que là, il n'y a pas d'attention, il y a une non-focalisation des activités mentales, ou alors une activité mentale qui est très focalisée, en fait. Et ça nous donne en fait 4 grandes familles d'activités mentales, en fait. Concentration, dispersion, méditation, et puis l'état de rêverie. Et là, on retrouve en fait la définition de la méditation, donc une attention focalisée, mais sans effort. Alors ça a été la grande difficulté, le point central en fait de la majorité des recherches dans le domaine de la méditation, c'est d'objectiver, de mesurer, de constater, de vérifier les changements qui se mettent en place par une pratique régulière, court terme, moyen terme, très long terme de la méditation. Est-ce que ça fait quelque chose à l'organisme? Est-ce que ça change quelque chose dans son fonctionnement cérébral? Ça, c'est les questions qu'on s'est posées. Et puis, pour répondre à ces questions, on a dû utiliser toutes sortes d'outils de recherche, en fait. En particulier, le premier outil, c'est l'électroencéphalographie, hein, on va en parler un tout petit peu. Et puis, le deuxième type d'outils, deuxième famille d'outils qu'on a utilisé, sont des méthodes d'imagerie cérébrale. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui médite? Alors, qu'est-ce qui se passe quand elle est en train de méditer? Donc ça, c'est des techniques d'imagerie qu'on appelle fonctionnelles, où on va mesurer l'activité, observer l'activité cérébrale et les changements qui se mettent en place lors d'une activité de méditation, mais aussi en fait des techniques d'imagerie qui peuvent mettre en place des changements structuraux à long terme chez quelqu'un qui médite depuis très longtemps. Et puis il y a aussi des techniques en fait qui sont ici qu'on appelle de biofeedback, hein, qui sont des techniques maintenant qui sont de plus en plus connues par le grand public, où on peut mesurer en fait plein de paramètres physiologiques pour voir si on est dans un état de stress, un état de détente, si on respire vite, pas vite, de manière régulière, irrégulière, si l'activité cardiaque correspond à un état de stress ou de détente, etc. Par exemple les mesures de cohérence cardiaque. Alors énormément de recherches autour de la méditation s'est faite grâce ou par la réalisation d'électroencéphalogrammes. Parce que en fait, on peut assez bien voir
une activité méditative sur un enregistrement électroencéphalographique. Qu'est-ce que c'est un enregistrement électroencéphalographique? Ce sont des électrodes qu'on va vous mettre sur votre crâne, en fait. Elles peuvent être très nombreuses suivant les instituts de recherche. On fait des analyses extrêmement subtiles. Et ces électrodes, en fait, vont enregistrer l'activité électrique, les oscillations électriques neuronales, en fait. Et puis, on leur a donné, en fait, en fonction des gammes de fréquences, on leur a donné une lettre grecque, rien à voir avec les variants du coronavirus. Hein. On connaît l'électroencéphalogramme bien avant le coronavirus. Et en fait, vous voyez que ça va d'une fréquence extrêmement basse, ici, autour de 0,2 à 3 Hz, qui correspond en fait à un état d'endormissement ou de méditation profonde, en passant par différents états qui sont le sommeil paradoxal, l'état de relaxation qu'on appelle le mode alpha, puis l'état, je dirais, on pourrait qualifier de conscience ordinaire, qui est l'état bêta, où les oscillations cérébrales sont en majorité comprises entre environ 12 Hz et une trentaine de Hz. Et au-delà de 27, on va retrouver en fait ce qu'on appelle des oscillations gamma, qui peuvent correspondre soit à des états d'attention extrêmement focalisés, lorsqu'on est extrêmement concentré, qu'on est dans un état de profond d'attention extrêmement focalisée, ou alors on va retrouver ces ondes gamma chez des méditants de très très longue haleine, des personnes qui ont médité plus de 10 000 heures, 20 000 heures, et puis qui en fait développent en fait des ondes gamma tout à fait particulières qu'on ne retrouve absolument pas chez les gens qui ne pratiquent pas la méditation ou qui la pratiquent depuis pas très longtemps. Alors voilà ce que ça donne sur un plan graphique. Vous avez en haut des ondes gamma, et puis on va vers des fréquences toujours plus basses en direction du bas du graphique ici, vers les ondes delta. Alors à chaque enregistrement électroencéphalographique, on ne retrouve pas exclusivement des ondes bêta ou exclusivement des ondes gamma ou exclusivement des ondes alpha ou theta. On aura toujours en fait un mélange d'ondes, et puis certaines seront proéminentes en fait. On retrouve ici résumé en fait ce qui se passe en fait au niveau électroencéphalographique avec la méditation. Dans les méditations dites superficielles, peut-être au début d'une méditation, lorsqu'on commence à se relaxer, ça explique aussi pourquoi dans la méthode Heartfulness on démarre souvent par une séance de relaxation. C'est pour rentrer dans cet état alpha qui précède en fait la méditation. Déjà, il vient très rapidement simplement en fermant les yeux. Alors on va retrouver un rythme alpha lent, méditation superficielle, un rythme θ, et puis une diminution de l'activité du système sympathique. C'est le système nerveux, la partie du système nerveux autonome qui est responsable du stress. Lorsqu'on respire vite, que notre cœur s'accélère, qu'on est prêt à faire des efforts, à se battre, à fuir, à combattre, etc., on active son système sympathique. Et bien la première étape de la méditation, c'est diminuer l'activité du système sympathique. Puis après, on a l'apparition lorsqu'on entre dans un état de méditation profonde, de rythme alpha et θ beaucoup plus lent, des ondes delta, etc. Et puis éventuellement ces fameuses ondes gamma haute fréquence pour les méditants extrêmement expérimentés. Alors voilà ce que ça donne lorsque on fait de la recherche, par exemple ici avec de l'IRM fonctionnel chez un pratiquant de méditation. En fait, on voit qu'il passe par fondamentalement deux états. Donc il y a un état de méditation qui est ici, avec certaines zones cérébrales qui sont activées au niveau de l'IRM fonctionnel.
Ici, vous voyez, vous avez simplement des coupes différentes du cerveau. Ici, c'est une coupe transversale, une coupe sagittale, puis une coupe qu'on appelle coronale en fait. Et puis, on voit les différentes zones qui sont spécifiquement activées lors du processus de méditation. Puis, on a un deuxième état, en fait, lorsque la personne va sortir de l'état méditatif, qu'on appelle en anglais mind wandering, donc vagabondage des pensées, il sort de l'état de focus pour aller vers cet état-là. On peut le voir, en fait, dans la méditation, dans l'IRM fonctionnel, avec ici d'autres zones cérébrales qui sont activées, et celles qui étaient activées lors de l'état méditatif ne sont plus activées. Puis ensuite, la personne va se rendre compte, va réaliser, elle va devenir consciente en fait qu'elle a perdu en fait l'état méditatif, et de nouveau ce sont des nouvelles zones cérébrales qui sont activées, et puis elle va se déplacer, en fait elle va, ayant pris conscience qu'elle n'était plus en train de méditer, elle va retourner vers l'état de méditatif qui est ici, en passant par un état intermédiaire qui correspond aussi à d'autres zones cérébrales en fait. Voilà, ici on retrouve la même chose mais représentée différemment. On retrouve à nouveau donc l'état sur votre gauche ici, l'état méditatif, et puis le passage, la déviation pendant la méditation dans l'état, on va dire, ordinaire de conscience, avec ces pensées qui vont un petit peu dans toutes les directions. Puis une prise de conscience qu'on a perdu l'état méditatif et un retour ici. Alors qu'est-ce qui va distinguer en fait le méditant expérimenté d'un méditant débutant? C'est le temps passé dans cet état méditatif et puis la rapidité avec laquelle je vais revenir en fait vers mon état méditatif. Voilà, à côté des techniques d'imagerie, on retrouve encore des techniques de biofeedback pour mesurer l'effet de la méditation. En particulier ici, j'aimerais signaler les techniques qu'on appelle de cohérence cardiaque. On va mesurer en fait la variabilité de la fréquence cardiaque et puis par des transformations, des mesures de cette variabilité, en passant par des algorithmes, on peut déterminer si le système sympathique est très actif ou au contraire s'il y a une dominance du système parasympathique, c'est-à-dire de la relaxation. Certaines montres connectées actuellement peuvent mesurer ça. Néanmoins, je dois dire que pour des mesures extrêmement précises, on doit avoir le signal électrique du cœur et un capteur optique ne semble pas suffisant pour faire des mesures de bonne qualité. De ces milliers de publications qui se sont intéressées au rôle de la méditation dans le domaine de la santé, on peut les classer en trois grandes familles. Première famille, la santé préventive. Oui, la méditation est utile pour faire de la prévention, pour prévenir certaines maladies, pour rester en bonne santé. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler la méditation thérapeutique. Là, c'est un domaine un petit peu plus complexe dans le sens qu'elle ne peut pas se substituer à un traitement médical. Elle va jouer un rôle d'accompagnement. Elle va pouvoir être utilisée, par exemple, pour un psychothérapeute comme un outil dans le cadre de sa psychothérapie. Elle va pouvoir aider certains patients à dormir. Elle va pouvoir aider certaines douleurs chroniques, etc., etc. Elle aura un rôle, en fait, d'accompagnement, de complément. Et puis, un troisième domaine, une troisième famille, c'est la méditation pour les professionnels de la santé. Les gens qui travaillent dans le domaine de la santé sont soumis à des stress extrêmement importants. Et on sait que ces stress ont un impact assez négatif sur la qualité des soins. Et que dans ce domaine-là, la méditation a un rôle extrêmement important à jouer, comme certaines publications l'ont bien montré. Alors dans le domaine de la santé préventive, les publications les plus nombreuses concernent en fait le vieillissement, en particulier le déclin cognitif. Il n'y a aucun doute sur le fait que la méditation va préserver le capital cérébral en fait du déclin cognitif, sans l'empêcher évidemment. Et puis, on a pu montrer aussi que ça a diminué en fait certaines modifications épigénétiques qui sont
en lien avec le vieillissement. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du raccourcissement des télomères, ce qu'on peut déjà mesurer assez facilement en fait. Il y a aussi l'impact de la méditation sur le système immunitaire et l'inflammation, et c'est pour ça on n'est pas étonné, parce que le système parasympathique qui est activé par la méditation a un rôle anti-inflammatoire. Et puis de nombreuses maladies ont comme base en fait un processus inflammatoire, soit un processus inflammatoire très visible, qui se manifeste par certaines constantes de laboratoire, par de la fièvre, des douleurs, etc. Mais il y a aussi et c'est surtout ce qui fait le lit en fait des maladies chroniques, c'est ce qu'on pourrait appeler une micro-inflammation, une inflammation qui n'est pas très visible, mais qu'on peut mesurer par certains paramètres qu'on emploie moins dans la vie de la médecine de tous les jours. Il y a eu aussi de nombreuses publications sur l'impact positif dans le domaine du système cardiovasculaire, ça concerne l'hypertension, ça concerne aussi la prévention des infarctus du myocarde, l'impact aussi sur le système nerveux, en particulier les migraines, et puis aussi l'importance de la méditation dans la prise en charge de nombreuses problématiques psychologiques ou psychiatriques, des névroses, pas des maladies psychiatriques sévères, mais des maladies qui sont fort gênantes tout de même. Et puis, on peut dire aussi, j'ai mis autre, parce qu'il y a pratiquement un nombre infini de publications sur de nombreux sujets. Elles ne sont pas toutes d'une grande qualité, il faut apprendre à les sélectionner aussi. C'est le rôle de certaines publications qui font ce qu'on appelle des méta-analyses, en fait, qui revoient un petit peu la littérature et puis qui sélectionnent les meilleures études. Là aussi, un sujet passionnant, en fait, est-ce que la méditation va augmenter les performances? Alors, quand on parle de performance, il y a un côté extrêmement négatif, dans le sens de fatigue, de stress, de lutte, etc. Mais la méditation, on voit plutôt quelque chose qui détend, qui relaxe, qui unifie les êtres humains. Néanmoins, là où on peut les associer et puis on va dire retrouver un petit peu, résoudre ce paradoxe, c'est que lorsqu'on est dans un état important de stress, par définition, nos capacités diminuent, donc nos performances diminuent. Et c'est souvent en fait une espèce de cercle vicieux, quoi. Plus on est fatigué, moins on arrive à faire son travail, et moins on arrive à faire son travail, plus on est stressé, plus on est fatigué, etc. On rentre dans une spirale assez négative que les psychologues et les psychiatres connaissent bien lorsqu'ils reçoivent les gens qui souffrent d'un burn-out. Évidemment, la méditation va aider à développer les capacités d'attention sur un sujet, la capacité à se focaliser sans trop d'efforts, donc sans trop perdre d'énergie aussi. Et dans ce sens-là, on peut dire que la méditation va aider en fait à la performance. Mais il y a certaines publications en fait parce qu'il y a eu aussi beaucoup de publications dans le domaine du travail, de savoir l'impact de la méditation dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel. Il y a certaines publications qui mettent en évidence aussi que la méditation peut avoir des effets secondaires, dans le sens qu'elle va quand même, chez certaines personnes, augmenter leur sensibilité, leur capacité de perception de l'environnement. Et puis ces personnes pourraient en fait devenir, ça a été constaté dans certaines études, en fait, elles pourraient devenir beaucoup plus sensibles à certaines disharmonies qu'il y a dans l'environnement, des conflits, des critiques, etc. Et en fait en souffrir davantage depuis qu'elles méditent que ce qui se passait auparavant. Et là, on arrive peut-être à une limite, c'est-à-dire que la méditation, en fait, c'est ok, c'est important pour la santé, ça peut aider la santé, ça peut prévenir les maladies, ça peut augmenter les performances, mais n'oublions pas que c'est quand même pas le but
fondamentale de la méditation. Alors pourquoi est-ce qu'on médite si finalement l'état de santé, l'état de bien-être, les capacités, les performances en fait augmentées ne sont que un effet secondaire? Qu'est-ce qu'on recherche par la méditation? Alors dans le yoga, on retrouve ce terme, on en retrouve des équivalents dans d'autres pratiques spirituelles, hein. Mais dans le yoga, on parle de samadhi. Et puis c'est un mot, en fait, c'est un état modifié, modifié par rapport à l'état ordinaire de conscience. On n'a pas vraiment de traduction facile pour ce mot. On a essayé de dire que c'était un état de recueillement total. On a parlé d'entase, par opposition au mot extase, évidemment. On a parlé de concentration pure, d'absorption, etc. On retrouve en fait différentes définitions dans des textes spécialisés qui sont mentionnés ici. Il y a différents niveaux de samadhi. Les gens qui pratiquent depuis quelques années, en fait, ils le constatent. En fait, ils ont des états d'absorption qui sont différents. Certaines fois, qui sont des états d'absorption assez superficiels, puis des fois des états d'absorption extrêmement profonds. Ce qu'ils constatent en fait lorsqu'ils reviennent à eux-mêmes après une méditation de ce type-là. Dans la méthode de Heartfulness, on parle de Sahaj Samadhi. Alors c'est une question qui vient assez naturellement. Pourquoi est-ce qu'on devrait chercher? Pourquoi est-ce qu'on cherche? Pourquoi est-ce que certaines personnes cherchent à dépasser cet état de conscience ordinaire? Alors déjà, on constate que c'est une préoccupation chez beaucoup de personnes, mais des fois avec des moyens qui ne sont pas forcément naturels et parfois même dangereux, et qui ne sont pas forcément des moyens qui amènent à une intégration, contrairement à la méditation. Alors, il y a une explication toute simple, elle est donnée ici par Swami Vivekananda, c'est un extrait en fait de l'un de ses livres. C'est que tout simplement le domaine de la raison, l'intellect, a des limites qui sont très marquées en fait, et on ne peut pas aller au-delà d'une certaine étape, on ne peut pas franchir certains murs si on reste dans le domaine de la raison en fait, hein. Comme il le dit, la raison humaine ne peut se mouvoir que dans un petit cercle. Et pourtant, en fait, tout ce qu'on cherche se trouve en dehors de la raison, on pourrait dire en dehors de la tête. Et pour y accéder, j'ai besoin d'une technique. Et de là découle en fait cette définition du samadhi ou de ce qu'appelle Vivekananda la supraconscience en fait. Lorsque l'esprit parvient au-delà de cette ligne de démarcation. Vivekananda qui va même tellement loin pour dire que finalement, de cette expérimentation, au-delà du domaine de la raison, en fait, dépend le sens de la vie. Loin que même nos théories éthiques, hein, le bien, le mal, conception morale, tout ce qu'on considère comme bon, nos valeurs en fait, sont, si on ne s'en rend pas compte, en fait on peut faire une petite étude soi-même, on peut se rendre compte que ça a été modelé sur des valeurs spirituelles qui sont en fait des valeurs qui ont été comprises dans un état modifié et non ordinaire de conscience. Pour y accéder, je dois dépasser cet état ordinaire par une pratique spirituelle ou une autre. En principe, c'est la méditation. Voilà, on arrive au terme de cette présentation qui a été volontairement simplifiée, raccourcie, mais on voit bien que ça peut nous emmener assez loin.
On est prêt pour des questions à la fin. Et puis surtout, si certains d'entre vous seraient intéressés par des références bibliographiques ou des publications, etc., ils peuvent s'adresser à moi et je répondrai très volontiers. Merci.